Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci d'être venus assister à cette conférence sur le thème de l'IOPS, comment l'IA peut vous aider à maintenir et améliorer la sécurité de votre SI. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Erwan Joss, je suis manager data science chez Business et Décision depuis un peu plus de 8 ans maintenant et je suis accompagné de David. Donc bonjour, donc moi je suis David Gosch, je travaille pour la direction de la sécurité Orange et je suis un Security Program Leader sur un domaine bien spécifique dont on va vous parler tout de suite. Avant de vous présenter le sujet, je fais juste un petit focus sur Business et Décision. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur le stand juste à côté là-bas où il y a un baby-foot. Il est facile à trouver. Business et Décision, on est une ESN spécialisée dans le digital, dans la data et dans les enablers. Globalement, dès qu'il y a un de ces trois mots-clés dans une de vos problématiques, on devrait pouvoir vous aider soit à cadrer le sujet, soit à réaliser, soit à définir une roadmap ou tout ce qui va autour d'un projet SI. Donc on est présent sur 3 sites, Nantes, Niort et Rennes. Et on est divisé en 5 agences, avec une agence industrie et services, une agence publique, une agence finance et 2 agences transverses qui sont conseil expertise à laquelle moi je suis rattaché en tant que manager data science. Donc je porte toute l'offre IA et data science chez Business et Décision et une agence delivery et expertise. Mais on n'est pas là forcément pour faire la promotion de BD et on est là pour vous partager le REX sur ce qu'on a fait avec David depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Et donc je vais laisser David vous faire une introduction sur la cybersécurité. Alors cette introduction, elle ne va pas être très longue sur la cybersécurité, puisque malheureusement on entend quotidiennement les médias relater des faits qui se produisent soit au niveau des entreprises, soit au niveau des services de l'État comme les hôpitaux, les mairies et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres qui vous sont présentés là ont été issus du rapport 2022 établi par le CESIN. Je vous invite à consulter, si vous êtes intéressé, justement le site du CESIN et les différents livres blancs qu'ils mettent en place. Mais 54% des entreprises, notamment en France, ont subi une attaque avec plus ou moins de dégâts. Et depuis la crise sanitaire, le nombre d'attaques a augmenté de plus de 400%. Donc c'est vraiment pas anodin. Et toujours suivant le CESIN, donc le CESIN, dedans, vous allez retrouver des RSSI, vous allez retrouver des directeurs de sécurité au niveau des organisations. 64% des entreprises qui ont été interrogées trouvent que le respect des exigences de sécurité qui peuvent être imposées est difficile à assurer par manque de moyens. Ça peut être budgétaire, ça peut être humain. Beaucoup de shadow IT, donc des machines qui ne sont pas forcément déclarées mais qui sont mises en ligne sur Internet par différentes entités d'une entreprise, par exemple. Donc ça te donne un manque de vision et surtout des outils qui ne sont pas forcément adaptés au contexte de l'entreprise. « 53% des attaques, des incidents de sécurité concernent l'exploitation de failles de sécurité. Une faille de sécurité, ça peut être une vulnérabilité, par exemple, sur un produit. Ça peut être une erreur de configuration aussi, et ça peut être des attaques sur des équipements mal protégés. Des attaques DOS, donc par déni de service, ou des DOS distribués de déni de service. Donc, comment nous, chez Orange, nous avons et pourquoi nous avons décidé justement d'intégrer l'IA à un certain nombre de processus qui étaient faits au niveau de toutes nos filiales pour nous aider justement à analyser continuellement les données et proposer des solutions et des chemins d'amélioration. Avant de commencer, alors pour certains d'entre vous, ça va être une redite certainement, pour d'autres, ça peut être une découverte. Qu'est-ce que le groupe Orange ? Le groupe Orange, c'est le 8e opérateur telco mondial. C'est 136 000 collaborateurs répartis dans 65 pays, c'est-à-dire que nous avons des implantations physiques dans 65 pays avec des collaborateurs qui interviennent, soit sur du B2B, soit sur du B2C, soit sur purement de l'infrastructure réseau.
Et nous couvrons et nous sommes capables d'intervenir dans 220 pays et territoires dans le monde. Les secteurs sur lesquels Orange intervient, est basé et fournit du service, on va retrouver bien sûr les services IT avec la filiale Orange Business. On va retrouver Telecom Network avec une division, Wholesale International Network. Nous sommes sur la banque, Orange Bank en France, mais nous avons aussi Orange Money en Afrique. Et nous sommes dans le domaine de la santé, la cybersécurité, dans les médias et les services cloud. Et il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'en Afrique, nous sommes même producteurs d'énergie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 400 sites dédiés au réseau IP, donc à l'Internet pur. On gère 450 000 km de câbles sous-marins et de fibres. Et nous avons 5 centres dédiés pour nos clients B2B à travers le monde, ce qui nous permet de faire du Follow the Sun, et 18 SOC. SOC étant Security Operations Center, sont des gens qui surveillent en permanence ce qui se passe sur Internet. Donc voilà un petit peu le détail grosse maille de ce qu'est le groupe Orange. Et donc c'est dans ce contexte que David a fait appel à nous avec globalement ce cahier des charges. En gros, notre objectif, ça a été de définir un score dès le début qui soit par entité. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un score au niveau du groupe Orange, de l'entité Orange SA. On va avoir un score au niveau des divisions, donc des différentes entités qui sont directement rattachées à Orange SA, par exemple Orange Business pour nous. Ensuite, on va avoir un score par cluster, par exemple le niveau BED, et un score par subsidiary, par exemple BED France. Et en gros, chaque entité doit avoir sa vision de son score, plus la vision de toutes les entités qui sont en dessous. Et notre objectif, c'était de venir créer un score pour chacune de ces entités, mais aussi de venir créer un score par famille de failles. Par exemple, on va avoir une grande famille qui va être les application security, et dans cette famille-là, on va retrouver des sous-familles aussi, qui vont être les web applications ou les exposite services. Et en fait, l'objectif, c'est que, par exemple, si je prends la note du groupe sur les exposite services qui est 35, notre objectif de score, c'est de comprendre pourquoi cette note est aussi basse. Est-ce que c'est parce que le groupe, dans son ensemble, a cette sous-famille qui est très mal gérée, ou alors c'est parce qu'il y a une entité qui gère très mal cette famille de failles de sécurité, ou est-ce que c'est une subsidiary, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le cahier des charges qu'on a eu et qu'on a défini au début, d'arriver à avoir ce final de une note par entité, par famille et par sous-famille de failles de sécurité. Donc pour répondre à cette problématique, on est parti sur cette architecture. Donc toute la partie test des failles de sécurité, toute la partie cyber-exposure, c'est traité par un outil. C'est pas traité par nous. En fait, cet outil, elle va prendre en entrée une liste d'IP, elle va venir tester sur chacune de ces IP toute une batterie de tests sur chacune de ces ports. En gros, toutes les familles que je vous montrais un petit peu juste avant, il va y avoir des milliers de tests qui vont être faits sur chacune de ces IP-là. Et donc cet outil-là, il va alimenter notre data lake, et nous, c'est sur ce data lake qu'on va venir construire nos scores. D'accord ? Donc nous, notre périmètre BED, il se limite vraiment à ce serveur IA qu'on a monté. Donc on est parti sur un serveur Linux avec du full Python. Et on a du coup récolté ces données qui étaient alimentées par l'outil de cyber-exposure, et on vient réalimenter ce data lake qui lui expose du coup nos résultats via un front. On vous montrera l'application en fin de séance. Donc je vous le disais, le projet il a démarré il y a un peu plus d'1 an et demi déjà, et durant 1 an et demi, on a développé 3 grandes fonctionnalités. On a développé la première qui était le calcul de ce score, et comment on allait pouvoir aider les RSSI, aider les DSI, aider un peu tout le monde à avoir une meilleure vision de son parc. On a travaillé aussi sur de la projection, c'est-à-dire comment on peut les aider à se projeter à 3 mois, 6 mois, 1 an, s'ils continuent à résoudre leurs failles de sécurité, à quelle note ils peuvent prétendre par exemple dans 3 mois. On a aussi travaillé sur une partie NLP, j'entrerai plus dans le détail, mais comment à partir des tests qui nous sont retournés, on va pouvoir analyser plus en profondeur ces textes avec ce qui nous est transmis par l'éditeur. Et je laisserai David vous présenter la partie Next Step. Donc si je commence par la partie score. Donc je vous le disais, notre objectif c'est d'avoir un score par entité, par famille et par sous-famille de failles de sécurité.
Et donc en entrée de ce score, en fait, on a l'outil de cyberexposure qui va nous renvoyer pour chaque IP et pour chaque port. Par exemple, j'ai mon IP 192.22 Intel et mon port 22. Et ben, je vais avoir une vingtaine de tests qui vont être faits sur ce port. On va tester l'ouverture du port, on va tester la version du serveur qui est associée derrière. On envoie toute une batterie de tests. Et en retour, en fait, l'outil nous renvoie ce qu'on appelle un findings, c'est-à-dire est-ce qu'il a trouvé une faille. S'il a trouvé une faille, quel est le niveau de criticité qui est associé à cette faille? Est-ce que c'est un niveau low, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai risque de sécurité? Est-ce que c'est un niveau médium, high ou critique? Globalement, les niveaux critiques, c'est celle qu'on ne veut pas voir du tout, c'est que c'est une faille majeure qui est connue par beaucoup de personnes et donc qui met en danger le serveur, par exemple. Donc ça, c'est vraiment notre entrant. Et donc nous, à partir de ce niveau de criticité, en gros, par entité, on va venir regarder le ratio nombre de failles sur nombre d'actifs. Notre objectif, c'est pas de pénaliser toutes les entités qui ont une faille critique, mais c'est bien de regarder sur l'ensemble de son parc d'actifs, combien de pourcents sont critiques. Est-ce que le parc est plutôt bien géré? Est-ce qu'au final, c'est seulement un serveur qui est en Shadow IT qui est mal géré? Ou est-ce que la DSI a une bonne maîtrise de ça? Et en plus de ce ratio-là, on est venu rajouter ici une pondération qui est définie par le groupe Orange. En fait, notre objectif, c'est que cette pondération puisse permettre au groupe Orange de faire des campagnes sur sur une famille, par exemple, de failles de cybersécurité. En se disant, cette année, je veux plus que mes application security remontent aucune faille critique. Et je vais mettre une pondération de 50 sur 100 sur cette famille-là. Et donc, toutes les entités qui vont se retrouver avec beaucoup de failles actives dans cette famille-là vont se retrouver avec une note qui va être très dégradée. Okay. Donc on a tout un système de pondération par famille, par sous-famille, par entité qui est mis en place. Donc à partir de tout ça, on est capable de venir créer, du coup je vous le disais, une note par entité, par famille, par sous-famille. Et en fait, on va même descendre jusqu'à l'IP. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit à la fois pour le CODIR, pour le COMEX, qui est capable de remonter des notes simplifiées en disant mon entité, je vois que globalement elle gère bien toute sa cybersécurité, ou cette entité-là, elle a la fâcheuse habitude de jamais sécuriser ses ports. Du coup, c'est c'est un énorme risque pour moi. Mais on veut aussi aller cibler des DSI ou des opérationnels, c'est-à-dire qu'on va être capable, dans notre outil, d'aller lui dire ta note. En fait, si tu corriges ce serveur, si tu corriges cette faille de sécurité-là, ta note, elle va passer de 30 à 45, par exemple. Parce que là, ton serveur, je sais pas, c'est un SQL 2012, tu l'as pas mis à jour depuis X temps. Donc ça engendre beaucoup de failles de cybersécurité. Et donc c'est très dangereux, donc à toi de le corriger le plus rapidement possible. Donc on a vraiment une note qui permet à la fois d'être gérée au niveau COMEX, CODIR et les entités qui surveillent de façon macro, et de aussi pouvoir aider les opérationnels, en gros, à établir un plan d'action directement en leur disant ce serveur-là, c'est lui qui te plombe ta note, donc corrige ce serveur-là et tu devrais pouvoir passer à une note bien plus élevée. Au niveau de la projection, je vous le disais, notre objectif, là, ça a été d'essayer de donner une roadmap aux différentes entités. L'idée, c'est de se dire, si tu continues sur ce rythme de correction, avec le nombre de nouveaux findings que tu as, avec le rythme de correction que tu as, normalement, tu devrais pouvoir atteindre une note de A. Donc, on a défini des classes de notes. Tu devrais pouvoir atteindre une note de A dans 3 mois, dans 6 mois. L'objectif, c'est que un DSI puisse annoncer un délai d'obtention d'une note de A, par exemple, à son comité de direction. Donc, cette tendance, elle est établie à partir des nouveaux findings, je vous le disais, et du coup à partir de son rythme de correction sur les X mois sur lesquels on a entraîné notre algorithme derrière. Et donc on prend aussi en compte la mise en place des SLA pour suivre la fréquence de correction, en gros associée à nos familles. Et donc la troisième fonctionnalité qu'on a développée, elle est liée à du NLP. En fait, quand on va remonter, je vous parle depuis tout à l'heure de findings, en fait, quand on va remonter un finding, ça va avoir cette tête-là. Généralement, on va avoir un outil qui va être cité, on va avoir un ID de CVE, donc un ID de findings, c'est le CVE 2002 41 862, donc ça correspond à une faille de sécurité qui a été transmise par l'éditeur Postgre. Et derrière, on va avoir un descriptif. Par exemple, là, c'est le Client Memory Disclosure when connecting with Kerberos to modify server. Notre objectif avec le NLP, en fait, c'est de ne pas venir pénaliser les entités qui utiliseraient Postgre, mais qui n'utiliseraient pas Kerberos. En fait, au début, si la personne n'avait pas mis à jour son serveur Postgre,
Nous, si on venait détecter que le serveur Postgre n'était pas à jour, on lui affectait, notre outil de cyberexposure remontait un findings en disant attention, tu as une faille qui est médium sur ce serveur-là parce que tu n'as pas mis à jour ton serveur Postgre et du coup tu es exposé à une faille via Kerberos. Sauf que si l'entité n'utilise pas Kerberos, on ne veut pas la pénaliser pour une fonctionnalité qu'elle n'utilise pas. Donc via le NLP, en fait, on vient analyser le descriptif du findings et du coup faire le lien avec les différents assets qui sont présents dans l'entreprise. Donc notre objectif, c'est de identifier ces faux positifs, en gros, et de ne pas surpénaliser des entités via des findings qui ne les concerneraient pas. Donc ça, c'est les 3 fonctionnalités qu'on a développées en un peu plus d'1 an. Et je vais laisser David vous présenter les fonctionnalités qu'on est en train de développer. L'amélioration de l'existant, donc l'analyse de l'évolution du score. Moi, j'ai plutôt un indicateur de maturité pour prendre en compte beaucoup de paramètres et coller à la réalité et surtout maintenir un dialogue compréhensif avec tous nos exploitants, soit les équipes sécurité ou les équipes qui sont, comme je dis couramment, qui ont les mains sur le clavier et c'est eux qui opèrent, donc les opérateurs. On travaille, ce programme se veut être un programme collaboratif, donc on travaille énormément avec les entités, toutes les entités, les divisions, les clusters, les filiales, pour remonter leurs besoins en appliquant une règle des 80-20, c'est-à-dire qu'un besoin doit correspondre à 80% des besoins dans le groupe. Et il ne faut pas que les 20% nous créent 80% de problèmes. L'analyse des CVE, donc ce sont les vulnérabilités, les fiches qui décrivent les vulnérabilités et ainsi de suite. On continue à l'enrichissement du data lake, puisque une partie importante de ce data lake, c'est la gestion de l'inventaire de tous nos actifs exposés sur Internet. Juste une petite précision. Lorsqu'on fait des recherches sur Internet, on voit qu'il y a à peu près 50 millions d'IP qui sont attachés au groupe Orange, mais qui comprennent aussi les IP B2B et B2C. Et le groupe Orange a environ 600 000 actifs exposés sur Internet. Et ces actifs sont pris en compte dans le cadre de son programme parce qu'ils nous permettent d'apporter aux clients Orange un service. Donc nous avons la responsabilité en maintien en conditions opérationnelles et de sécurité de ces actifs. Donc ce sont ces 600 000 actifs qui sont pris en compte dans le cadre de ce programme. Et le next step qui va être énorme sur 2024, ça va être une meilleure identification, une meilleure classification de ces assets, puisque là nous allons travailler à la fois avec BED et aussi avec les laboratoires d'Orange Innov pour améliorer l'inventaire, aller jusqu'à le petit fichier de configuration ou la petite application qui a été développée, et on va analyser tout ça, consolider tout ça pour ressortir des statistiques, pour ressortir des tendances et surtout pour mieux travailler avec nos exploitants, mais aussi avec nos fournisseurs, que ce soit du fournisseur hardware ou fournisseur software. Donc ça, c'est ce qui est prévu à partir de début 2024. L'interface de sortie. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec 260, alors j'ai mis utilisateurs, mais c'est plutôt 260 contacts spécialisés en sécurité dans toutes les filiales, quel que soit leur emplacement géographique dans le monde, ce qui représente 136 entités. Nous avons défini des templates qui sont communs, que vous soyez une entité de 25 personnes ou le patron d'une division où il y a 50 000 personnes, le template d'affichage sera exactement le même, sauf que les données vous seront propres, puisqu'il y a une ségrégation très très forte au niveau des données. Nous finalisons un processus de mise à disposition de dashboard, aussi bien pour la direction que pour les opérationnels, puisque sur l'écran de sortie, vous avez une note, vous avez un radar, vous avez par catégorie ou famille de findings une note qui est appliquée. Mais pour que les entités puissent corriger et puissent mettre en place des plans de remédiation, nous leur mettons à disposition toutes leurs données. Donc ils peuvent les télécharger et créer leur plan de remédiation, suivre leur plan de remédiation et à partir de l'interface dire voilà, j'ai remédié à telle vulnérabilité, et on peut relancer un contrôle
un contrôle à la demande. Donc, nous avons sizé un petit peu la plateforme pour scanner et analyser 1 million d'IP par mois, ce qui nous assure que chaque IP, chaque asset est contrôlé au moins une fois par mois. Alors, on ne le fait pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on trouve une vulnérabilité sur un asset le lundi matin à 8h qu'elle sera corrigée à 9h, puisque vous pensez bien que déjà il faut bien comprendre cette vulnérabilité et parfois il faut prévoir l'intervention suivant l'asset sur lequel elle est hébergée. Donc voilà, l'interface de sortie, c'est un portail web, c'est pas un portail qui est accessible depuis Internet, c'est un portail qui est sécurisé sur une plateforme sécurisée puisqu'il contient des données assez sensibles. Alors quoi retenir ? C'est un outil qui est évolutif. Je l'ai voulu, le COMEX du groupe l'a validé pour qu'il soit collaboratif, parce qu'il doit être transverse à tout le groupe Orange. Et puis maintenant, c'est un outil qui est intégré au processus interne. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une évaluation ou un audit d'une filiale, on prend cet outil comme base pour justement valider leur processus de gestion des vulnérabilités et ainsi de suite, puisqu'on a un historique. On voit ce qui se passe et la manière dont ils réagissent. On peut travailler aussi sur le patching cadence, c'est-à-dire que la fréquence à laquelle ils mettent à jour leur plateforme. Donc c'est une aide aussi au pilotage, puisque, comme l'a dit Erwan, on a dédié une partie du portail pour expliquer et démontrer aux différents interlocuteurs comment ils peuvent améliorer leur indicateur de maturité de sécurité, et ça peut aider à mettre en place des processus de remédiation. Et puis des indicateurs sont remontés au niveau du COMEX, des CODIR et des RSSI. C'est une démarche step by step, puisque c'est en faisant des petits pas qu'on fait des grandes distances, parce que quand on veut faire des trop grands pas, parfois on trébuche. Et puis c'est surtout la même manière, c'est du collaboratif entre entités, on n'est pas concurrents, ainsi de suite, on est tous dans le même bateau, et donc il faut prendre en compte toutes les demandes et gérer toutes les demandes. Sur ce point-là, je trouve que c'était vraiment hyper important. Avec David, on se voyait toutes les 2 semaines pour qu'on lui présente où est-ce qu'on était rendu de nos scores, où est-ce qu'on était rendu de nos différents algos qu'on était en train de construire, pour avoir lui son retour d'expert métier. Moi, je ne suis pas expert cybersécurité. Au début, j'y connaissais absolument rien. Donc, c'était hyper important qu'on se voit souvent, qu'on lui présente où est-ce qu'on en était, mais aussi nos difficultés. Est-ce que c'était normal d'avoir telle entité avec telle note parce qu'on avait trouvé telle faille critique ? Au final, c'est lui qui était capable de nous faire ce retour-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que, même plus globalement, en dehors de ce projet-là, on préconise sur tous nos projets, c'est d'échanger et de confronter le plus rapidement possible nos algos avec les experts métiers et pas de travailler en mode boîte noire, chacun de notre côté, quoi. Donc voilà, on va pouvoir passer aux questions. Juste sur ça, si vous avez bien sûr une problématique similaire ou si vous avez une problématique IA plus globalement, n'hésitez pas à nous contacter. Notre centre, je vous le disais, il est juste à côté. Normalement, il y a des ballons d'hélium et il y a un baby pour bien le repérer. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Notre avantage aujourd'hui, c'est qu'on est capable, j'ai oublié de le mentionner au début, mais depuis qu'on a été racheté par Orange en 2018, on est capable d'intervenir sur toute la chaîne qu'a présenté David, du cadrage, de l'architecture technique, de la réalisation, de l'industrialisation, de l'accompagnement, de la formation. Tout ça, c'est des choses qu'on propose. Donc merci de votre attention et je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les questions. Il nous reste 1 minute pour une question. L'intérêt d'être très bien choisi. Ouais. Merci, bonjour, Christophe Torex, je suis responsable R&D. Si on voulait mettre en place votre système sur une autre infrastructure, par exemple un groupe de taille moyenne, ça représenterait combien ? Est-ce que ce serait faisable d'abord ? Ça représenterait combien en coût et en délai approximativement ? Alors, aujourd'hui, ce programme de sécurité n'est pas encore proposé à la vente, puisque c'est quelque chose de complexe à mettre en œuvre. Et nous l'éprouvons en interne. Maintenant, vous n'êtes pas le premier à me l'avoir posé.
cette question. Beaucoup de directeurs exécutifs du groupe m'ont demandé quand est-ce qu'on va le vendre. Nous sommes en train de travailler justement pour le produire. Mais aujourd'hui, j'ai pas de coût. En fait, la problématique, la grosse problématique, elle va être la connaissance de l'entreprise, de son inventaire, de ses actifs. Une fois que tous les actifs sont identifiés, on les charge dans votre inventaire et après tout est automatique, les scans, la consolidation de données et ainsi de suite, et l'accès à vos données voilà, est immédiat. C'est pas quelque chose de complexe à faire. C'est fini? Très bien. Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, on peut en parler juste après la conférence. Merci.